Nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2025. Chers compatriotes, vous êtes nombreux à suivre notre direct de ce matin. Bienvenue, chers compatriotes, peuple congolais. Merci de suivre notre direct de ce soir. Au même 10 jours, nous avons tous suivi les négociations de paix qui s'annoncent à Rwanda sous le médiateur Jean Lorenzo, qui a été désigné par l'Union africaine pour concilier les parties prenantes au conflit qui ruine l'Est de la RDC, dont l'Alliance Fleuve Congo M23 et soutenue par le Rwanda contre le gouvernement congolais. Alors, nous avons tous été surpris, la délégation du M23 qui était d'ailleurs attendue ce mardi 18 mars chez Joao Lorenzo à Rwanda pour commencer les négociations de paix qui devront débuter ce mardi. Corneille Nangaa, dans une annonce, la première annonce, où il a désigné 5 membres de l'AFC Fleuve Congo M23 qui doit mener des négociations contre le gouvernement congolais. Malheureusement, le soir même du 17 mars 2025, Corneille Nangaa a fait une autre déclaration fracassante où il annule sa participation aux négociations de Luanda. Corneille Nangaa annonce ce qui suit. Nous continuerons la marche vers Kinshasa en prenant unilatéralement des sanctions contre les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo M23. L'Union européenne s'inscrit dans une dynamique d'entrave à la résolution de la crise. Autant qu'il y a un cessez-le-feu décrété, autant aucun cas ne peut poser d'acte ni bénéficier de décisions de nature à fragiliser l'autre partie au conflit. Cette attitude de la part de l'Union européenne, qui s'apparente à une politique de 2 poids 2 mesures, place l'Alliance Fleuve Congo M23 dans l'obligation de reconsidérer sa participation au pourparlers de Luanda, et c'est jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, le fait d'inviter au pourparlers des personnes dont les droits civils et politiques, y compris les droits économiques et sociaux, ont été spoliés par le régime illégitime de Kinshasa, revient à cautionner cette injustice. C'est par ces mots que Corneille Nangaa a décliné la participation de l'Alliance Fleuve Congo M23 aux négociations directes avec le gouvernement congolais de Luanda. Suivons cet extrait. La capitale angolaise Luanda ce mardi pour des pourparlers de paix avec la délégation envoyée par Félix Tshisekedi. Les rebelles du M23 et leur plateforme politico-militaire, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, ont finalement annulé leur venue selon un haut cadre du mouvement. Kinshasa a confirmé de son côté sa participation malgré ce désistement. Ces pourparlers devaient être les premiers entre le gouvernement congolais et le groupe qui a repris les armes depuis 2021. Décision prise suite aux sanctions de l'Union européenne. Les 27 étaient réunis à Bruxelles ce lundi. Ils ont adopté des sanctions à l'encontre de 9 personnes et une entité à la fois rwandaise et congolaise. Les détails avec Fanny Noirot-Cabré et Amandine Bouche. La décision a été prise à l'unanimité des 27 États membres ce lundi. 9 personnes sanctionnées, 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des gradés de l'armée rwandaise. Le général Ruki Karusisi, alias Rocky, commandant des forces spéciales des FRD, les forces rwandaises de défense. Les généraux Pascal Mouizi et Eugène Kumbito, commandant des 2e et 3e divisions des FRD, sont aussi présents sur cette liste. On retrouve également Francis Kamanzi, qui occupe depuis février 2024 le poste de directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. De par sa fonction dirigeante, l'UE l'estime responsable d'exploitation ou de commerce illicite de ressources naturelles provenant de l'Est de la RDC. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'extraction illégale de minerais congolais. Des cadres congolais du M23 sont également visés. Bertrand Bisimwa, chef du mouvement, ici à droite de l'image, ou encore Joseph Muzanga Bahati, qui a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées ? Les concernés ont interdiction de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs y sont gelés. Suite à ces sanctions, le M23 a annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues ce mardi à Luanda, en Angola. Et le Rwanda a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, avec effet immédiat. Cette annonce fait également suite aux tensions déjà présentes depuis un mois entre les deux pays, notamment depuis la prise de Goma par le M23 fin janvier. Les précisions avec notre correspondante sur place, Sarah Gros. L'information a fait la une de la majorité des journaux rwandais ce lundi. Il cite le communiqué du gouvernement qui annonce la rupture des relations diplomatiques entre la Belgique
et le Rwanda. Le porte-parole du gouvernement, Alain Mukuralinda, s'est exprimé à la télévision rwandaise pour justifier la décision du pays et 3 arguments sont avancés. Le parti pris, selon lui, de la Belgique aux côtés de Kinshasa dans le conflit dans l'est de la RDC. Bruxelles a refusé l'ambassadeur proposé par le Rwanda en août dernier. Et enfin, le porte-parole évoque, je cite, le comportement de la Belgique de ces derniers temps pour faire condamner et sanctionner le Rwanda. Fin janvier, Bruxelles avait demandé à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre Kigali, accusé de soutenir le groupe armé du M23. Ce à quoi le Rwanda avait répondu par la suspension des programmes d'aide au développement financés par la Belgique. Et ce lundi, c'est un point de rupture qui est désormais atteint. Le gouvernement rwandais accuse la Belgique dans son communiqué de, je cite, maintenir ses illusions coloniales. L'ensemble des diplomates belges présents sur le territoire sont tenus de quitter le pays dans les 48 heures. Toujours à Kinshasa, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, a reçu ce lundi l'envoyé spécial de Donald Trump qu'il a rencontré au Palais de la Nation pour faire le point sur la situation sécuritaire du pays. Il n'a pas manqué ses mots après cette entrevue qu'il juge avoir été fructueuse, suivant sa déclaration. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. La première ministre de la République démocratique du Congo, Mme Judith Suminwa, a déclaré hier à la tribune devant la population à la ville de Bandundu plutôt. Mme Judith Suminwa a annoncé que dès le mois de mars, ce mois, la fin du mois, le solde des militaires et les policiers sera doublé. Et voir aussi que le gouvernement va offrir des primes pour les militaires qui seront motivés d'aller au front et ceux qui vont adhérer à l'armée. Voilà pourquoi aujourd'hui les efforts de son gouvernement sont orientés vers l'effort de guerre et la première ministre rassure en disant que le gouvernement de la République soutient les militaires, soutient les efforts de guerre pour résoudre l'insécurité qui ruine le pays. Suivons ces déclarations. À partir du mois de mars, solde est multiplié par 2. Oignon surtout babengi militaire. Oignon surtout babengi policier. À partir du mois de mars, solde est multiplié par 2. Oignon surtout à aucun des francs à cause de la peine à prime ou à aucun des francs. Potolingité. Mutu oyo babengi soda ke front azana na souci atika ki mwasi atika ki bana atika ki mobali na sima jeune oyo amoni lelo kazana makasi okeno bunda kota na armée akota na armée jeune oyo alobi ke azana makasi akota na police asa la formation
à côté de la police. Poto lingi lelo, armée ezala disciplinée, police ezala disciplinée, binonyo surtout l'air borokota, toko kako sungabino na ndenge koki na ba formation. Et puis pour que les Kosala Moussala Ndenge et Sengeli pour protéger Mboka na biso, intégrité territoriale ya Mboka na biso. Nous avons également appris que depuis la province du Sud Kivu a été envahie par les rebelles du M23, les cours n'ont toujours pas repris dans la deuxième ville de la province du Sud Kivu, à Uvira, où les parents s'inquiètent encore de la situation sécuritaire du pays, où leurs enfants, ils craignent que leurs enfants soient forcés à être enrôlés dans l'armée. Et voilà pourquoi il y a toujours des hésitations des parents d'envoyer des enfants à l'école, mais aussi les enseignants qui ont tantôt plutôt déserté, souhaitent à plus de 3 mois d'arrière des salaires du gouvernement de Kinshasa. Suivant cet extrait. Et dans l'est de la RDC, plus d'1 mois et demi après la fermeture des écoles, les cours n'ont toujours pas repris à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu. Les autorités provinciales ont pourtant demandé aux parents d'envoyer les élèves. Mais pour eux, la situation sécuritaire reste précaire. Certains craignent l'enrôlement de leurs enfants par les groupes armés. Christina Moleova, Lionel Bellon. 1 mois et demi après les affrontements entre les Wazalendo et l'armée congolaise qui ont fait 26 morts et par... d'élèves, mais avec une mesure de prudence. Nous vivons un état critique de l'insécurité. On ne sait pas jusqu'à présent où vont les choses. Après la chute de Bukavu le 16 février dernier, Uvira est devenu le nouveau siège des autorités provinciales. Celles-ci cherchent à tout prix à rassurer la population. Mais de nombreux habitants et le corps enseignant estiment que les mesures présentées ont été bâclées. Selon moi, peut-être la sensibilisation n'a pas été effective. Hein? Peut-être il fallait revoir la sensibilisation pour que les parents comprennent quand même que ça vaut la peine d'envoyer les enfants à l'école. Les habitants craignent également le recrutement forcé de leurs proches, alors que les troupes du M23 continuent leur avancée dans le nord et le sud Kivu. Chers compatriotes, peuple congolais, pour terminer le direct de ce jour, nous allons mettre pour vous l'intégralité de l'interview qu'a accordé le coordonnateur Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo M23, où il a brossé la situation générale du pays, son poste de président de la CENI, la politique congolaise, sur les enjeux d'aujourd'hui, sur les motivations de son mouvement, sur la composition de son mouvement, mais également sur l'autorité de l'État, où il déclare l'absence de l'État en RDC, l'absence de leadership, l'illégitimité de Félix Tshisekedi en tant que président de la République, mais aussi son incapacité avérée, son incompétence notoire et en plus la dilapidation des ressources publiques de l'État par M. Félix Tshisekedi et sa famille politique et biologique, l'Union sacrée. Chers compatriotes peuple congolais, nous mettons pour vous ce parti magazine. Bonne lecture pour la suite. Les institutions de la RDC vous semblent si désespérantes au point d'avoir déclaré souhaiter refonder l'État le 15 décembre 2023 à l'annonce de la création de l'AFC. En effet, mon expérience électorale et la gestion de la CENI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses. C'est une expérience très riche qui a permis de comprendre le Congo. J'ai visité tous les Congos, toutes les provinces, presque tous les territoires. Et j'ai compris le vrai problème du Congo. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé d'un questionnement sur le mode de gouvernance qui est dans mon pays. Ce qui est sûr, aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, il est malheureusement constaté que nous continuons à blâmer les autres. Nous continuons à trouver des boucs émissaires. Nous continuons à penser que non, c'est d'autres qui doivent nous donner à manger. Que c'est d'autres qui doivent sécuriser les pays. Que c'est d'autres qui doivent faire ce qui est de notre responsabilité. Pour nous, ayant compris ces éléments, nous nous sommes dit pourquoi depuis 30 ans, il y a par exemple la question d'insécurité permanente au Congo, surtout dans sa partie orientale. De l'Ituri, du moins des Ouélé à l'Ituri jusqu'au Katanga, au nord Katanga surtout, l'insécurité est permanente, surtout dans la partie de l'Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema. Et aujourd'hui, cette insécurité s'est élargie avec des conflits ethniques et même à la partie ouest, nous avons au Congo ce qu'on appelle l'absence d'autorité d'État. Je dirais même que c'est l'absence de l'État. Parce que le rôle premier de l'État, c'est quoi? C'est l'armée, la police, l'administration et la justice. Dès lors que ces 4 piliers tombent, il n'y a plus d'État. Et lorsqu'on arrive à ces niveaux, mesdames, arriver à ces niveaux,
des piliers qui n'existaient pas, ça devient une jungle. La partie orientale du Congo est en quelque sorte une jungle, où le Congo en général est une jungle. Conséquence, les groupes Maï-Maï naissent dans chaque entité. Aujourd'hui, on a compté avec le régime Tshisekedi plus de 300 groupes armés. Alors qu'en 2018, le Congo, bien sûr, qui avait des problèmes, le nombre des groupes armés avait déjà baissé jusqu'au niveau de moins de 30. Les bandits des autres pays, voyant que la jungle est au Congo, tous viennent au Congo. C'est le cas des FDLR. Bandits ou des anciens génocidaires, les terrains favorables, c'est là où il n'y a pas d'État. C'est pourquoi ils viennent, où ils sont au Congo et ils fleurissent au Congo. Les EDF, des bandits ougandais, ne pouvant pas opérer en Ouganda, mais aussi il y a l'ancienne opposition armée ougandaise de l'armée, on appelait ça des CONI, ne pouvant pas opérer en Ouganda parce que là-bas il y a un État. Tous viennent là où il y a la jungle. Il faut ajouter dans le nord les Mbororo, qui viennent des pays voisins, l'Afrique, le Soudan du Sud, la RCA, même les Tchad. Ils viennent au Congo parce que c'est la jungle. Comment gérer cette question? On se voit que non, il y a un problème. Pour trouver une réponse radicale à cette question, surtout d'insécurité, il est nécessaire de refonder l'État. Notre objet en tant qu'Alliance pour le Congo, le premier objectif, c'est refonder cet État. Et cet État, c'est réhabiliter les 4 fonctions régaliennes, les 4 fonctions régaliennes de l'État dont je viens de parler, l'armée. Nous n'avons pas, vous voyez comment les FARDC, comment ils se comportent. La police, il n'y en a pas. L'administration, c'est la corruption qui a élu domicile. Et c'est la justice qui est plus que malade. Une justice qui obéit aux ordres d'un dictateur. Voilà, c'est ce qui fait que non, la solution radicale, c'est celle-là. Mais la notion de la démocratie aussi. Oui, nous avons eu 4 cycles électoraux. Comment la démocratie se comporte? Et comment quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, de la façon dont on connaît, essaie d'ériger une démocratie, une dictature sauvage. Tout cela, c'est ce qui nous a amené à dire, oui, il nous faut refonder d'abord l'État. L'abandon, je dirais pas l'abandon, la démission à ses fonctions. M. Tshisekedi a permis plus ou moins de croire aux Congolais que pour défendre la République, il faut inviter les mercenaires et non son armée. Il faut inviter les Burundais. Il faut inviter les Ougandais. Il faut inviter, je ne sais pas, plusieurs armées qui opèrent ici, madame, aujourd'hui, parce qu'on parle souvent du Rwanda, au Congo, parce qu'il n'y a pas d'État. Quels sont les pays qui sont opérationnels au Congo? Le Burundi est au Congo. Les FDLR rwandais sont au Congo. Les EDF ougandais sont au Congo. Les Ougandais, même officiels, sont au Congo, l'armée. Vous avez les Sud-Africains qui sont au Congo. Les Tanzaniens sont au Congo. Les Malawites sont au Congo. Mercenaires européens qui étaient au Congo. Je ne sais pas s'ils sont tous partis. Et quand ils regardent les différents contingents de la MONUSCO, c'est une dizaine de nationalités qui sont au Congo. Ça montre qu'au Congo, c'est tout le monde qui est là. Chacun poursuivant son intérêt. Juste parce que le Congo lui-même n'a pas un État. C'est pourquoi il faut refonder l'État. C'est la raison pour laquelle nous devons refonder l'État. Pour permettre à ce que le Congo vive comme les autres pays. Je voudrais parler ici du fait que nous devant cette faillite de l'État. Et devant le fait qu'il y a la dictature qui était là. Ensuite, en plus, la question de la mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa, qui fait qu'en 6 ans, M. Tshisekedi a divisé le pays. Mais pour M. Tshisekedi, au mieux, c'est sa tribu, et au pire, c'est plutôt sa famille. Nous sommes dans un pays mosaïque d'ethnies, plus de 450 ethnies, mais toutes les fonctions devraient revenir à sa tribu. Il a mené un tribalisme sauvage, le népotisme, et qu'au-delà de tout, cela ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il faut y ajouter les détournements. Mais sur le plan politique, la répression des opposants, avec le régime de Kinshasa, l'opposition vous amène soit à la mort, soit à l'emprisonnement ou à la condamnation à mort, soit alors à l'exil. Mais la situation particulière est plutôt en Ituri, où les tueries, surtout dressées contre la communauté Hema, a poussé des milliers d'Ituriens qui sont aujourd'hui en exil, plus ou moins en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie et ailleurs. Ça, c'était sur le plan politique. Mais sur le plan politique aussi, il faut parler de son illégitimité. Tout le monde sait que M. Tshisekedi n'a pas gagné l'élection, ni en 2018, et moins encore en 2023, où il a carrément fabriqué des chiffres en faisant une élection pendant 7 jours, au lieu d'un seul jour.
Et tout ça après avoir monté une architecture électorale imposée seulement avec les hommes de sa tribu. La Cour constitutionnelle et les procureurs et les présidents de la Cour, membres de sa tribu. Ça, c'est pour la dimension judiciaire des élections. La commission électorale elle-même, le président, membre de sa tribu. En ce qui concerne le financement des élections, que ce soit le ministère des Finances ou la Banque centrale, membre de sa tribu. Alors, quand on va au niveau de la sécurisation des élections, c'est le ministère de l'Intérieur à l'époque, il fallait que ça soit toujours membre de sa tribu. C'est-à-dire que même pour préparer ces élections, on préparait les élections en parlant la langue de sa tribu et ils ont fabriqué des choses. Alors, cette légitimité ne pouvait nous laisser indifférents. Nous devions agir. Mais quelle était la bonne approche pour ce faire? Oui, il fallait un combat politique, mais quand l'opposition n'a pas de place dans un environnement comme celui-là, nous n'avions pas de choix que recourir à la force. Et ce, conformément à l'article 64 de la Constitution, qui nous autorise justement à barrer la route à toute personne qui oserait s'accaparer la démocratie comme il l'a fait. Nous sommes donc joints à ceux qui étaient déjà dans la lutte, c'est-à-dire les M23, et nous avons mutualisé les efforts pour créer l'Alliance Fleuve Congo le 15 décembre 2023. C'est quoi l'Alliance Fleuve Congo? C'est devant les problèmes qui se posaient, au-delà des questions politiques, au-delà de l'absence totale d'État, mais aussi au-delà du fait qu'il y avait le problème de mauvaise gouvernance, il y a un autre problème qui est le problème identitaire. C'est-à-dire que certains compatriotes qui sont rejetés, à qui on réunit la nationalité, et c'est depuis toujours, particulièrement la communauté rwandophone et surtout les Tutsis, à qui on refuse la nationalité. Donc, les questions, l'absence d'État, les questions politiques, et puis les questions de mauvaise gouvernance, et cette question identitaire de stigmatisation et discrimination contre les autres communautés, surtout du fait que ils parlent le Kinyarwanda, ou à cause de leur faciès, ces quatre éléments nous ont mis ensemble et nous avons créé l'Alliance. L'objectif de l'Alliance, c'est dit donc, en termes simples, y a-t-il une différence entre l'Alliance Fleuve Congo et le M23? Non, c'est plutôt que le M23 est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo. C'est-à-dire l'Alliance est composée avec le M23, avec d'autres regroupements dont on n'avait pas en politique, avec les regroupements politiques, avec la société civile, avec d'autres mouvements armés. L'Alliance Fleuve Congo est donc la plateforme à laquelle appartient aussi bien le M23, à laquelle appartient aussi les personnalités et les partis politiques, à laquelle appartient aussi les membres de la diaspora et à laquelle appartient aussi les organisations de la société civile. L'objectif de l'AFC, c'est quoi? En 30 ans, il y a l'insécurité. Comment éradiquer définitivement cette question? C'est ça l'Alliance Fleuve Congo. Dans notre vision, c'est ramener le vivre ensemble. Que les communautés vivent ensemble les unes à côté des autres. Mais que ça ramène la paix après avoir installé l'État pour permettre la paix, pour permettre la réconciliation des Congolais eux-mêmes, mais vivant en paix au Congo, mais aussi la paix avec la sous-région. Parce que tant que nous serons un non-État, nous serons toujours un fardeau pour les autres. Et les autres auront toujours des justifications d'être au Congo.